Bien, écoutez, salut à tous. Encore, je sais que j'ai pris pas mal de gens à contre-pied par rapport à cette réunion du mercredi, vu qu'on avait des sessions samedi, mais bon, j'ai pu dégager du temps libre et c'est plutôt intéressant dans le sens où il y a quelque chose, bon, ça tombe au moment où le FOMC ou bien au moment où Powell est en train de parler. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails dans l'aspect fondamental. Je vais le garder plutôt pour samedi parce que là, il continue à parler. Mais déjà, les signes, ce qu'il est en train de dire, c'est plutôt plus ou moins bien, ça dépendra dans quel sens on veut boire le verre à moitié rempli ou à moitié plein, ça dépendra, mais ça, je vais en revenir dessus. Je vais revenir dessus samedi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de très spécial, un petit peu spécifique concernant vraiment les algos pour un début. On va essayer de prendre une petite minute. Je vais essayer de synthétiser, d'expliquer vraiment les algos et puis passer ensuite par les ETF. D'accord? Parce que c'est important pour que vous compreniez pourquoi les ETF. Et en passant, j'espère que vous avez eu le temps de regarder un petit peu les vidéos où j'expliquais ce que c'est qu'en règle générale un ETF et pourquoi éventuellement ces ETF peuvent être intéressants pour nous qui naviguons au sein de cet écosystème qui est uniquement les crypto-monnaies. D'accord? Et pour ceux qui rejoignent un petit peu le début, quand on parle d'ETF, ça serait une manière éventuellement qu'on puisse générer des profits. Parce que tout le monde n'a pas un capital de 1000, tout le monde n'a pas un capital de 5000, 10 000, 20 000, 30 000, on en passe. Chacun d'entre vous, vous avez des capitaux un petit peu disparates. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment on va faire en sorte que nous puissions constituer un capital, parce que le capital, c'est important. Sans capital, les gars, on ne peut rien faire, d'accord? Et je sais très bien que le capital que je vais avoir, ça ne serait pas le même capital que Darlene va avoir, ou Fabrice, ou Vincent, ou Tony, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement en partant sur une base sécurisée et monter au fur et à mesure pour qu'on atteigne un capital qui va qui va nous permettre éventuellement de générer des profits. À moins que vous gagnez un jour au loto et puis on vous donne un capital qui va vous permettre de faire quelque chose. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas tout le monde qui gagne des lotos, mais vous avez plus de chances de gagner en investissant dans les crypto-monnaies que de gagner des millions sur le loto. C'est même pas à débattre. Il y a plus de chances de devenir pas riche, c'est vraiment un mot entre parenthèses, mais de gagner une certaine quantité de capital ou une certaine somme qui va nous permettre de construire quelque chose en investissant dans des crypto-monnaies qu'en se disant qu'on va essayer de jouer chaque semaine ou chaque jour au loto. OK? Donc, j'ai beaucoup réfléchi et on a eu à pas mal faire des choses et c'est là qu'on a commencé à proposer les ETF. Donc, je n'ai pas envie de revenir. J'espère que tout le monde vraiment a eu le temps de suivre cette vidéo des ETF. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas, s'il y a des gens qui ont suivi et qui n'ont pas eu le temps de comprendre, ben, poser des questions, on va essayer d'échanger parce que c'est une chance que vous avez ou bien c'est une aubaine que vous avez pour pouvoir éventuellement poser vos questions et surtout pourquoi on va faire en sorte qu'on va investir dans les ETF. Et je vais vous le présenter. C'est un outil plutôt intéressant, vraiment plutôt très, très, très intéressant. Et à la fin, je vais peut-être donner une petite information en passant. OK? Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Je vais vraiment partager mon écran. Tout de suite, je vais couper sur Joël parce qu'il me dérange un petit peu quand il parle. J'ai pas envie de voir sa tête. OK. Bien, super. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer tout de suite. D'accord? Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quel écran déjà que je dois partager? Accordez-moi juste quelques petites minutes et on va démarrer. OK, mais bon, j'ai plus d'heure, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Un instant. OK, OK, d'accord. Bien, donc je partage mon écran et on va démarrer tout de suite au quart de tour. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vous allez juste me confirmer que l'écran est plutôt
bon à votre niveau. Et si vous avez des points de sang, faites-le moi savoir, s'il vous plaît, les gars. OK, ben, je suppose que c'est bien. OK, super. Donc, ce que j'aimerais faire pour un début, vu que dans la partie 4, on n'a pas souvent des retours, vous savez que quand on essaye, quand nous essayons éventuellement de créer ou de construire quelque chose, on veut toujours avoir éventuellement des retours pour qu'on puisse éventuellement se perfectionner. Je discute avec certains d'entre vous en inbox, mais tout de suite, j'aimerais poser juste une question, juste une très simple question pour ceux qui utilisent vraiment les algos. Et là, je vais m'arrêter uniquement sur, je vais essayer de verrouiller le reste. On va essayer de faire quelque chose que ce soit très simple. On va aller sur un algo, on va essayer de verrouiller les rouleaux des autres. On va s'arrêter sur le GMHP, OK? Pour que ce soit un petit peu clair. On va vraiment s'arrêter sur le GMHP parce que c'était lui qui permet éventuellement de pouvoir anticiper un mouvement, d'accord? Vous avez dû sûrement le remarquer. Maintenant, si je pose juste une question sur ce tableau de statistiques, d'accord? Comment le comprenez-vous? Et si vous n'écrivez pas, n'écrivez vraiment pas parce que je n'ai pas vraiment le temps de lire. Ouvrez vos micros et dites-moi comment vous comprenez déjà qu'est-ce que ce tableau qui est juste à droite, qui nous montre éventuellement la figure avec des patterns, hein, d'accord? On peut le voir ici. Pattern, trade, T1, T2, average return en pourcentage et le total average. Et on a à peu près ces figures chartistes, Gartley, Bad, Butterfly, Crab, Shark et puis Cipher. Qu'est-ce que cela vous inspire pour ceux qui utilisent vraiment les algos, surtout en l'occurrence le GMHP pour l'instant? Qu'est-ce que cela, comment vous le comprenez? Et sachant que nous sommes que l'horizon de temps H4 légal. D'accord? J'aimerais que cette session soit plutôt question-réponse que je monologue seul. Pas besoin de lever les mains. Répondez. Et honnêtement, ça m'étonnerait que les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Oui, Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous. En fait, c'est l'ensemble. Bon, le tableau ici collecte les données entre 6 mois et une année. Et puis, il nous donne le résultat. Après avoir analysé, l'algo analyse d'abord les données qu'il collecte dans cette période. Et puis, il nous donne les résultats qu'on a en TP1, TP2. Et puis, la moyenne. Et puis, le total pour toute l'année, à la dernière colonne. Et puis ici en bas, on montre, c'est pas très visible, on montre la couleur est verte, c'est mentionné succès. Et puis ici. OK. Ouais, effectivement, effectivement. Ce que je vais faire, c'est vrai, je vais enlever ça. Et là, c'est mieux pour toi, Vincent. Oui, ça va. Pour le moment, ça va, oui. Super. Lorsqu'on a la couleur. Là c'est plus clair. Oui, oui, c'est clair, oui. Ici, avec la couleur verte, on dit que c'est succès, c'est-à-dire que les données que l'algo nous a fournies, bon, l'algo a atteint son objectif. Et puis là aussi, la croix, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi. Et sur le suivant, c'est-à-dire que le temps où on a eu le time out, comment dirais-je, time out. Ouais, time out, ça veut dire le délai que cette pattern devait se constituer à dépasser son temps. On a dépassé son temps, oui. Exact, super. Et puis, la suivante, on n'a pas réussi, il y a bon, on n'a pas réussi. Et puis, le troisième qui est pending, c'est-à-dire qui est en suspension. Bien. Ça veut dire en progrès, ça veut dire que ce n'est pas encore. C'était pas encore exécuté, oui. Voilà, ça veut dire qu'on est encore en position. Oui. Très bien, merci Vincent. Merci Vincent. Je crois que Linus vient de nous rejoindre, c'est plutôt intéressant. Donc, pour récapituler très rapidement, ce tableau vous donne juste un aperçu de ce que cet algorithme va vous faire, va vous proposer. Maintenant, suivez ce que je vais dire parce que c'est là maintenant plus ou moins où vous pourrez l'adapter. Maintenant, vous n'allez pas avoir les mêmes données que moi parce que moi, je suis sur le time frame, je suis en premium, c'est-à-dire je suis sur la partie la plus haute, donc ça veut dire que j'ai plus de données que vous. Moi, mes données sont plutôt intéressantes parce que je paye plus pour avoir les données que ceux qui seront sur la partie, par exemple, gratuit, où vous n'avez que 3, ben, vous n'avez pas les mêmes données que ceux qui sont sur Pro, et ceux qui sont sur Pro n'auront pas les mêmes données que ceux qui sont sur Pro Plus, et ceux qui sont sur Pro Plus n'auront pas les mêmes données, et ainsi de suite. Donc,
premium, c'est le top. Donc, les données que j'ai, comprenez bien que j'ai besoin d'avoir plus de données pour pouvoir créer, anticiper quelque chose, parce que pour faire de l'analyse technique, on a besoin de recueillir les données passées pour essayer de prédire ou d'anticiper, je ne dirais pas prédire, j'aime pas ce mot, mais d'anticiper éventuellement ce que les cours vont faire, parce qu'on sait très bien que, en règle générale, les cours ont tendance à répliquer les résultats passés, même si on nous dit que les résultats passés n'augurent pas les résultats futurs. Vous connaissez bien très ce mot, mais en règle générale, on a que les données du passé pour pouvoir éventuellement anticiper du futur. C'est exactement la même chose que pour ceux qui suivent la météo, ceux qui utilisent les météos, ils utilisent les données passées pour prévoir éventuellement s'il va pleuvoir, s'il va neiger, s'il va ceci, s'il va cela. C'est uniquement en se basant sur les données passées. Et ces données, ben, il y a des plateformes qui les louent ou qui les vendent. Et voilà, TradingView a fait en sorte que pour ceux qui sont dans la partie premium, vous payez une certaine somme chaque fin du mois et on vous donne certaines données qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir créer, d'élaborer des stratégies, des algorithmes ou des indicateurs par rapport à ce que vous concevez comme actif. Okay? Donc, ce qui est intéressant ici, et c'est très important de voir qu'on a plusieurs formes de patterns. D'accord? On a ici, lorsque vous voyez le G, c'est une pattern qui s'appelle Gartley. OK? Et lorsque vous voyez ici en forme de chauve-souris, c'est une pattern qui s'appelle BAT. Ici, c'est une pattern qui s'appelle Butterfly, papillon. Là, vous avez une pattern qui s'appelle Shark. Et là, vous avez une pattern qui s'appelle Cipher. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 patterns. Et dans les 6 patterns, en règle générale, quand on prend la totalité de ces 6 patterns, on génère 962% en termes de gains. Mais comprenez que ces 962% en termes de gains, ce sont des gains hors effet de levier. Donc, ça veut dire que c'est brut de chez brut. OK? Maintenant, pour revenir sur une pattern, qu'est-ce que c'est une pattern? Vous allez voir ce genre de forme. OK? Mais pour que vous compreniez, pour que ce soit clair, une pattern, c'est une image ou bien, c'est-à-dire c'est le price action qui va faire un certain mouvement. Et on s'est rendu compte que, allez-y voir juste ceux qui ont créé les GARP et tout cela, ce sont des données, je ne sais pas envie de rentrer dans l'histoire, mais dans l'histoire, mais depuis les 1800-1700, pour ceux qui ont analysé les données à l'époque de cette époque, ils se sont rendus compte que le marché ou la bourse évolue selon un schéma. Donc, ça peut être ce genre de schéma, d'accord, il fait ça et fait ça. Ou bien, éventuellement, ça peut être ce genre de schéma. OK, on arrive ici, on fait ça, et on va dans ce sens. Donc, eux, ils se sont dit, ben, ces genres de schémas se répercutent éventuellement sur une base et ils ont tendance à se répéter. OK? Et quand ils ont tendance à se répéter, ils se sont rendus compte que sur chaque point où ils se répètent, en utilisant Fibonacci, vous savez bien ce qui est Fibonacci, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Fibonacci, ils ont tendance à répéter ou à se scotcher sur un point donné de Fibonacci. J'espère que tout le monde connaît ce qui est Fibonacci, ce mathématicien qui a fait une thèse et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a l'impression que ce gars était plutôt un génie. Je dirais plutôt qu'il était un génie. Il s'est rendu compte que tout ce qui nous entoure, ce n'est pas forcément la finance, mais tout ce qui nous entoure tourne autour éventuellement d'un nombre ou d'un chiffre. Même les médecins, bien les chirurgiens, ont tendance à réparer, même les ingénieurs des maisons, ils utilisent éventuellement cette règle de Fibonacci, je ne sais pas comment on l'appelle même le nombre de Dieu, le nombre d'or. Ce n'est pas pour rien, mais allez-y, Joe, les gars, allez-y, regardez, ce sont des gens qui sont venus bien avant et ils ont, comment dirais-je, ils ont donné leur point de vue. C'est comme le Bitcoin, Satoshi a fait aujourd'hui. Et grâce au Bitcoin, aujourd'hui, on a Ethereum, BNB, et ça va révolutionner le truc. Ils ont jeté les connaissances et c'est maintenant à chacun de prendre ces connaissances et de les utiliser. Et beaucoup d'entre eux sont venus. On a eu Charles Doe, on a eu Elliott, on a eu pas mal de gens qui ont fait des thèses par rapport à ce qu'ils ont analysé. On a eu les Gartley. Allez-y voir Gartley, c'est quelqu'un qui a plutôt expliqué ce qu'il en est dans le. Je ne veux pas revenir, mais prenez le temps d'étudier, de regarder, et vous allez comprendre pourquoi c'est assez, comment dirais c'est assez utile d'analyser tout cela. Donc, pour revenir très rapidement à ce qui nous intéresse, pour revenir très rapidement à ce qui nous intéresse maintenant, c'est de se dire, mais ces patterns, quand on parle de patterns, vous allez voir qu'ici, OK, on nous parle de, ici, non, je n'ai pas besoin de 200 d'ailleurs, vous voyez qu'ici, on nous parle de patterns.
Pattern, ça veut dire quoi? Pattern, ça veut dire tout simplement que vous avez une figure, comme on dit pattern, qui va faire ceci, là, là, là. OK? Et cette pattern va être composée, là, je parle des mathématiques, mais en X ici, en A ici, en B ici, OK? En C ici, et le final, c'est le D. Ça veut dire que le point D est censé nous donner le point de vente ou le point d'achat. Donc, si on prend cette pattern X, A, B, C, quand on va arriver au point D, ça va nous donner un point de vente. OK? D'accord? Et si c'est dans l'autre sens, vous comprenez bien que si on va dans l'autre sens, ça serait plutôt dans ce sens où X, A, B, C, D nous donne vente. Si on prend un achat, ça va être plutôt dans ce sens. OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ici, X, A, B, C, D ici, qui va nous donner un point d'achat. Vous voyez? Donc, arriver à les comprendre. Donc, vous avez ces patterns qui vous donnent en point D. Comprenez que les résultats qui sont ici, ce sont que les résultats sur le point D. Ça veut dire D en vente, X, A, B, C, D en vente, ou éventuellement D en achat, X, A, B, C, D. Ça veut dire que le X, lorsqu'on veut acheter, que ce soit dans une tendance de continuation d'une tendance haussière, le X va être en bas. Et si c'est dans une tendance baissière et qu'on a une continuation baissière, le X va être en haut. Et en règle générale, cette phase, on l'appelle les phases de consolidation ou les phases de prise de bénéfice. D'accord? C'est important que vous devez comprendre parce que les prix ne vont jamais, les prix ne sont jamais linéaires, ils ne vont jamais en ligne droite. Ils vont toujours éventuellement essayer de zigzaguer. Mais au sein de ce zigzaguement, excusez-moi les termes que je vais utiliser, les prix vont essayer d'évoluer d'une certaine manière. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont se dire que les prix sont aléatoires. Non, les prix ne sont jamais, jamais aléatoires. Ils suivent des logiques bien précises pour X raisons. Ça peut être fondamentalement, comme on peut le voir aujourd'hui, on sait que Jérôme Powell parle, donc les gens sont en train de voir. Quand je vois le Lina à 0,92 à 12, sachant qu'on était à 13,15, on est descendu, ben, les gens sont en train d'anticiper quelque chose, mais si vous le calquez thématiquement, techniquement, vous allez voir que cela a été anticipé, ce mouvement. OK? Bien, je vais avant que j'aille vraiment dans tout ça, je vais revenir dessus. Donc, vous voyez que là, ces patterns, lorsqu'on va revenir automatiquement sur ces patterns, on prend par exemple sur le gap. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, ça va vous permettre éventuellement de choisir quelle est la pattern qui a tendance à dégager plus de profit sur un horizon de temps bien donné. Là, nous sommes sur du H4, par exemple. Vous voyez que sur du H4, la pattern qui dégage le plus de profit, c'est un shark. C'est celui-là qui ressemble à un requin. C'est ce shark qui dégage le plus de profit en H4, par exemple. Donc, vous voyez que ces statistiques vous donnent éventuellement des repères pour vous dire que, attends, lorsque je vois en H4, je vois, tiens, il va falloir que je cherche à identifier ou à suivre tous les mouvements du shark. Parce que c'est lui qui dégage plus de profit. Donc, ce tableau vous permet éventuellement de pouvoir sélectionner. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre selon les horizons de temps que vous allez éventuellement choisir. Parce qu'en partant sur du, là, je ne vais pas parler sur du scalping, mais je parle plutôt sur de l'intraday. En partant sur du 30 minutes jusqu'à, disons, H8, vous n'allez pas avoir les mêmes données ou les mêmes statistiques, c'est impossible. Donc, tout dépendra dans quel horizon de temps vous vous fixez. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, donc eux, ils seront plutôt H2, H3, H4, H6. Dans ce cas, ben, il va falloir que vous étudiez éventuellement les statistiques de tel pattern. Maintenant, ceux qui font du scalping, lorsqu'on va arriver sur du scalping, vous allez voir que si vous mettez sur 1 minute, sur 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ben, on aura d'autres données. Mais si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer maintenant, vous allez être perdu parce que si vous passez de time frame en time frame, vous allez avoir des informations contradictoires. Mais ces informations ne sont pas contradictoires, mais ils ont un sens. Pourquoi? Parce que pour qu'une crypto-monnaie évolue, je donne vraiment juste un petit truc. Donc, on peut quitter, par exemple, on peut démarrer d'ici, on monte juste ici, OK?
Ici, par exemple, sur cette page, on peut être sur du, je donne une connerie, vraiment une connerie, on peut être sur du H4, OK? Sur du H4. On a un point A, X qui est là, qui nous emmène jusqu'à A ici, mais sur du H4. Mais si on dézoome, c'est-à-dire si on zoome, on va voir qu'au sein de ce H4, on va éventuellement avoir quelque chose qui va nous faire ça. OK? Ouais. C'est-à-dire que là, on va par exemple se mettre sur une heure et on va avoir un signal qui va nous dire qu'arrivé ici, vous êtes baissier. Donc, si vous ne gardez que l'horizon H4, je dis bien l'horizon H4, vous allez vous dire qu'on va arriver à ce point ici. Mais par contre, si vous ne comprenez pas comment le price action fonctionne, sachant qu'ils ne sont jamais linéaires, et qu'il y ait une baisse, vous allez paniquer, sans comprendre qu'effectivement la baisse est normale, parce que sur du H1, OK, ici, nous sommes en H1, sur le H1, on a une position haussière, prise de bénéfices, et on rechute, ce qui est tout à fait normal et sain. Voilà pourquoi il ne faut jamais paniquer, et voilà pourquoi il faut, lorsque vous êtes sur du H4, rester sur du H4. Mais ce n'est pas parce que vous allez être sur du H4 sans comprendre éventuellement où vous pouvez renforcer. Parce que les H1 vous permettent de prendre des bénéfices légèrement et de renforcer au cas où. Et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Parce qu'ils ne comprennent pas comment le price action fonctionne. D'accord? Donc, prenez note, les gars, prenez note. Et même s'il faut qu'on reste 2 heures ici, ça fait plutôt intéressant parce que si vous sortez de là avec une petite base de cette connaissance, vous allez pouvoir faire plutôt plus des choses assez intéressantes. OK? Donc, je crois que j'avais débattu, si je ne me trompe pas, avec Linus. Je ne sais pas si Linus est avec nous. Je vais checker. Est-ce que Linus est avec nous? Je suppose que Ismaël, je ne sais pas qui. C'est Linus Ismaël ou pas du tout? Allô? X-Man, c'est Linus. Linus, tu es là? Je ne sais pas si Linus est avec nous. Pourtant, il m'avait posé des questions un petit peu assez intéressantes en PV. Bon, je ne sais pas s'il est là. Et j'espère que tout le monde s'est rendu. Bon, ok, bah. Linus, si tu es là, on ne t'entend pas du tout. Ça serait bien que tu puisses éventuellement répondre. Ça serait bien pour que ça puisse permettre à tout le monde de pouvoir suivre. Maintenant, donc, lorsque je dis ceci, lorsqu'on voit effectivement, ici, on voit la pattern. OK, je vais effacer cela. On voit la pattern. Donc, la pattern veut dire quoi? La pattern veut tout simplement dire qu'ici, on anticipe une pattern. D'accord? Ça veut dire que vous allez voir qu'on va avoir ce genre de mouvement. OK? Donc, ici, on aura un X, un A, un B, un C et un D. Voilà ce qui forme la pattern. Ça veut dire que tant que le D ne s'est pas formé, bien tant que nous n'avons pas atteint le point D, nous n'avons pas une pattern. Donc, il y a une différence. Si on prend par exemple ici le Gartley, on voit pattern 98 et on voit trend 66. Pourquoi cette différence? Pour ceux qui utilisent le GMHP, je vais poser cette question. Pourquoi cette différence? Pourquoi, par exemple, sur le Gartley, on voit qu'ils nous disent que, tiens, on a eu une pattern, on a eu 98 patterns, mais sur les 98 patterns, il n'y a eu que 66 patterns qui étaient tradables, ça veut dire qu'on pouvait trader. À votre avis, pourquoi? Je vous pose la question, les gars. Pourquoi? Pour ceux qui utilisent maintenant le GMHP depuis maintenant pratiquement 2 mois. Et pour ceux qui n'ont pas utilisé le GMHP, je suppose que vous êtes posé cette question et j'ai envie de vous écouter. Et puis, à partir de là, on pourra éventuellement essayer d'avancer. Pas besoin de lever les mains, répondez rapidement. Pourquoi cette différence entre une pattern de 98 ici, hein, si on prend le Gartley ici, on a 98 et lorsqu'on voit sur le trade, on a 66. Pourquoi? OK, bon, vu que personne ne veut se mouiller, Vincent, tu as une idée, Vincent? Vincent, allô? Oui, Tu as une idée? Pourquoi cet écart?
L'écart est dû, je pense que ce sont les positions que l'harmonie a pris et puis les 66 sont exécutés. Sinon, c'est 98, c'est pas très visible. Donc, ici, par exemple, ici, sur le carré, ici, sur la première partie, tu as 98. Donc, la première partie. Ce sont les positions prises par, bon, ce sont les propositions de l'argot, Ce mais sont les propositions de l'argot, OK. et puis on a eu 66 trades qu'on a exécutés. 66 qu'on a exécuté. Mais pourquoi il y a cette différence? Pourquoi on a exécuté 66 pour exécuter tous les 98? Pourquoi? Ben, je pense que c'est à cause quelquefois il y a le time-out ou bien où l'argot Bien, n'arrive. très bonne question. Non, non, c'est logique. Donc, ce qui veut dire ce que tu as expliqué ici, là, tout ce qui est ici, là, hein, les succès, les failures, les time-out, les entrées, bien les in progress, est-ce qu'ils font partie des 98? Oui, Ou oui, ils font partie? ça fait partie de 98, mais il y a les 66 que l'argot Donc, a exécuté. OK. Donc, pour toi, la manière dont tu comprends les choses, ça veut dire que les 98 font partie de tout ce qui est là. Et lorsqu'on déduit, ou bien lorsqu'on enlève tout ce qui est ici, il nous reste que 66. C'est ça? Oui. Bien. OK. C'est bon. Allons-y. Quelqu'un d'autre? Ou bien tout le monde comprend ces données comme façon? Moi, je comprends différemment. Bonsoir à Oui. tous. C'est Linus. Ah ben oui, Linus, j'ai dit tout à l'heure si tu étais là. Bon, super que tu sois là. Merci, merci. Vas-y, je t'écoute. Ouais, le 98, pour moi, je comprends ça comme le nombre de potentiels qui est apparu souvent quand on voit le potentiel, parfois on voit potentiel char qui se forme. Donc, c'est toutes les apparitions de potentiel point D. Et le chiffre qui vient après les trades, c'est les points D qui ont été atteints. Donc, 98, toi, là où tu dis, ce sont les potentiels éventuellement point D. Donc, ça veut dire que c'est les potentiels point D qui sont ici. Oui. D'accord? Et donc, les 66, qu'est-ce que tu dis pour les 66? Donc, les 98, c'est les 98, il y a déjà le X, A, B, C qui s'est formé, on entend le D. Donc, Et pour X, les traits, A. Très bien. Non, 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 on va aller progressivement pour que les gens suivent. OK, bien. Ce que dit Linus, c'est quoi? C'est très simple. Pour Linus, les 98, on a le X qui s'est formé, on a le A qui s'est formé, on a le B qui s'est formé, on a le C qui s'est formé. on C'est a le ça, hein, C. Linus? Bien. Ensuite, Donc, pour les 86, on a, on a non, les toute la chaîne qui 66, s'est formée. 66, 66. Pour les, Si on oui, prend le 66, cas, pardon, je ne vois pas très bien. 66, OK, on a tout qui oui. s'est formé. Le point D qui a Donc, été atteint. OK, OK. Donc, OK, on va faire quelque chose de très simple. Je vais faire ça et je vais prendre, d'accord, et je vais prendre ça et je vais mettre en rouge, comme ça, on va aller étape par étape. Très intéressant, très, très. Non, je ne vais pas mettre en noir parce que je vais mettre en blanc, tiens. Non, pas en blanc, je vais mettre en, je sais pas, en vert. OK. Intéressant, intéressant, intéressant. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses intéressantes, mais c'est là que vous devez arriver à comprendre. Vous voyez que là, sur les 90 patterns, 98 patterns, à ce niveau-ci, d'accord, Linus dit que ces 98 patterns couvrent l'aspect C jusqu'au point C. Donc, X, A, B, X, A, B, C. Donc, effectivement, quand vous arrivez au point C, c'est à ce moment que l'algo vous donne un potentiel point D. Suivez mon raisonnement. Et on va le voir tout à l'heure. Quand on a un point C, l'algo, en ce moment, nous donne un point D que je vais mettre ici. Et je vais essayer de le mettre je sais pas, en turquoise. Voilà, OK. Donc, ici, par exemple, c'est le potentiel, c'est les 90 buts que vous allez voir ici. Donc, pour lui, il se dit qu'arrivé au point C, lorsqu'on va dégager le point D, on a 98 patterns qui sont, une fois arrivés au point C pour aller vers le point D, ils ont apparu, l'algo nous l'a présenté. Mais pas malheureusement, mais heureusement, dans ces 98, il n'y a eu que 66
qui ont atteint leur point D. 66 ont quitté du point C vers le point D. Donc, quand on va déduire, je ne sais pas ma calculatrice, excusez-moi, je vais juste chercher ma calculatrice très rapidement. Appelle-moi ma calculatrice, s'il te plaît, parce que je pense que je vais calculer. Ok, non, regarde dans le bureau, dans le petit point. Ok, super. Comment déduire, il y a 32 qui manquent. Merci, merci, Bertrand. Donc, on voit très bien que dans ce cas de figure, effectivement, ouais, c'est ça. Donc, on prend 98 moins 66. On voit très bien, comme dit Vincent, qu'il y a 32 qui manquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, parmi les 32, on a bel et bien eu, à un moment donné, je dis bien, on a bel et bien eu X, excusez-moi, on a bel et bien eu X, là, peut-être un truc comme ça, et peut-être un truc dans ce genre. Donc, on a eu un X, OK, un A, OK, un B, OK, un C ici, qui nous a annoncé un potentiel D quelque part là, mais au final, il est monté et il est descendu vers le bas. Donc, on a eu 32 figures dans ce sens qui n'ont pas atteint leur point D. Mais à un moment donné, ils sont montés, ils n'ont pas atteint leur point D et ils ont chuté. Mais dites-moi, lorsque vous prenez ce ratio, quel est le ratio exécutoire du point D au final? Quand on prend 99, 98 et 66, quel est le ratio de réussite? Quel est le ratio, quel est le pourcentage de réussite entre ce qui a été exécuté, si on fait un rapport entre ce qui a été exécuté, qui a atteint leur point D, et ce qui n'a pas été exécuté? Quel est le ratio de réussite à ce moment? Vous avez une idée? Linus? Allô? Linus? Oh, oui, tu demandes réussite que tu demandes le pourcentage de trades réalisés sur les patterns qui sont apparus. Exactement, en partant du point C. Par rapport à ces données, vu qu'on sait qu'il y a 98 qui ont apparu, il y a 32 qui ont échoué. Donc, combien de fois le point C a eu raison en termes de pourcentage? Et ça, c'est important que tout le monde arrive à le comprendre et on va essayer d'aller étape par étape. Combien de fois le point C a eu raison? Le point C a eu raison 66 fois. Oui, maintenant, si on dédie 66 fois de 90 fois, quel est le pourcentage de réussite? À peu près. Je viens de calculer, là, ça fait 67%. Bien, on arrondit à 70% de réussite. C'est pas mal. 70% de réussite. Donc, c'est là maintenant que vous allez voir, il faudrait que vous ayez à comprendre la différence entre un point C et le point D. Maintenant, Vincent, tu avais dit quelque chose de dire que les 66%, les 98% prenaient en compte ces résultats. Non. Ces résultats qui sont en dessous sont déduits sur les 66% restants. Comprenez très bien, et c'est là où la chose joue. Quoi, la question? Donc, comment? Je n'ai pas compris. Linus? Allô? Non, on se nom ici merveilleux. On va travailler ça à la maison. Surtout la nouvelle version, là. Ok, Linus, là, tu peux fermer ton micro parce qu'on entend tout ce que tu dis là. Ok, super. Donc comprenez cette phase. Ok, c'est pas grave. Même si vous ne comprenez pas tout de suite, on va essayer de le retravailler et puis vous allez revisionner cette vidéo. Donc, vous voyez que Vincent avait dit qu'effectivement, les 98 ici prennent en compte tous ces petits aspects. Non. Tout ce qui est là ici, à part éventuellement le time out n'est pas pris en compte dans les statistiques. Ces données prennent en compte des statistiques de, excusez-moi, je vais effacer ça. Ces données-ci sont prises en compte sur les 66%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 66% des trades validés, quand je dis validés, ça veut dire que les trades sont arrivés, vous l'aurez bien compris, au point D. On a quitté le point C et nous sommes bel et bien arrivés au point D. Donc, le point D nous donne 66%. Et le reste, c'est les trades qui ne sont pas arrivés au point D. Maintenant, au sein de ce point D,
nous avons effectivement des stop-loss qui ont été touchés, parce qu'on ne peut jamais gagner sur tous les trades, c'est impossible. On a des trades qui ont été touchés en TP1. On nous donne les statistiques. Si on revient ici sur le carré, on voit qu'en TP1, le succès était de 31%. D'accord? Et une autre partie était de 21%. Et au final, sur cet horizon de temps H4, si on avait suivi les clés, on allait pouvoir générer 197%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 66 trades, si on enlève tous les trades perdants et on prend les trades gagnants, et quand on additionne, on est quand même gagnant au final. Donc, vous allez voir que lorsque vous allez descendre sur d'autres time frames, sur d'autres actifs différents, ici, vous allez voir des moins. Vous allez avoir des moins, des moins, des moins. Ça veut dire que même si le résultat est bon, mais quand on déduit le résultat en TP1 et TP2 et le nombre de trades perdus, on se rend compte que, en suivant ce mouvement, on allait perdre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, surtout Vincent qui a dit que c'était 90. Est-ce que c'est clair pour toi, Vincent? Non. Il n'y a pas que Vincent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est donné parce que c'est important. C'est votre feuille de route pour savoir quelle configuration vous allez suivre et surtout pourquoi vous allez le suivre. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des gens où ce n'est pas clair cette première partie? Ou bien c'est clair pour tout le monde? Pour moi, c'est clair, Emmanuel. Oui. En fait, je vais essayer de faire un petit résumé pour voir si Je j'ai t'en bien prie, je t'en prie. Vas-y. Tout le monde peut faire la même chose. Je t'en prie, Denis, vas-y. compris. Donc, dans la première colonne, les patterns, c'est les points C qui ont apparu. La deuxième colonne, les trades, c'est les points D qui se sont concrétisés. Et parmi les points D qui se sont concrétisés, il y a eu des stop-loss qui ont été touchés, donc des TP1 qui ont été atteints avec un certain pourcentage, des TP2 aussi. Et le total return, c'est le total de tous les trades qui sont apparus. Donc, on fait la somme des pourcentages générés par les TP1, les TP2 touchés, aussi les stop-loss, et on voit ce qui a été généré au total. Exact. Donc, c'est ce total-là qui est divisé par le nombre de trades pour donner l'average, du moins la moyenne par trade. Exactement. Très bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, si par exemple, on prend, je vais aller sur un time frame, disons, sur le daily. D'accord, je passe sur le daily, j'attends que l'algo charge. Je sais que les time frames plutôt daily, on a souvent des données un petit peu différentes. On va voir ce qui va scanner. J'attends juste que. Pourquoi il ne me le donne pas? Je ne sais pas. OK, je vais aller sur une semaine. Bien. C'est pas bon. J'ai envie de voir un truc négatif, moi, pour que vous le voyez. Très bien. Tu as vu l'hélice ici? Tu vois, ici, on a des moins. Moins. Résultat, moins. Ça veut dire qu'on a eu certes des patterns, mais dans ce cas de figure, si par exemple, on n'a rien eu, on a eu 5 patterns possibles, potentiels, on n'a eu un qui était tradable, mais le 1 que nous avons, il n'a atteint ni le TP1 ni le TP2 qui a été touché, du coup, on est perdant. C'est exactement cette même chose. Ce que tu viens de dire, c'est exactement cela. Donc, quand on déduit les stop-loss, tout ce qui est perdant, et on déduit éventuellement les TP1 et TP2, si vous prenez déjà ces statistiques, l'avantage, vous voyez que vous ne faites pas de l'analyse technique. Vous le calibrez, il vous donne. Il vous dit que sur tel horizon de temps, voilà la pattern qui génère plus de résultats et concentrez-vous dessus. Il y a des gens qui vont trader l'euro, l'or, vous tradez tout et n'importe quoi. Mais comprenez déjà comment les outils fonctionnent pour que vous sachiez où vous positionnez. Ça veut dire que dans ce cas de figure, par exemple, le 3 daily, n'allez pas vous arranger. Non. Pour ceux qui vont aller, par exemple, sur du H12, je vais attendre que ça scanne. Donc, c'est un scanner de marché. C'est-à-dire que ça fait de l'analyse technique à votre place. Il vous donne déjà les données que vous allez essayer de calibrer tout de suite. Souvent, c'est lent, souvent, c'est rapide. Moi, dans mon cas, bien, très bien. Oui, ça a été rapide. Ici, par exemple, est-ce que tout le monde voit les données qui sont sur du H12? C'est bon pour tout le monde? Oui. OK, super. Donc là, on peut voir que, par exemple, le BAC qui est ici, en données H12, nous fait perdre moins de 88%. Pourquoi? Parce qu'il nous donne 22 patterns. Sur les 22 patterns,
il y a 17 qui sont traitables. Donc, sur les 17, il y a 35% qui atteignent le TP1 et 11% qui atteignent le TP2. Donc, quand on fait une moyenne entre ceux qui ont atteint le TP1 et ceux qui ont atteint le TP2 et ceux qui ont touché le stop loss, là, on est perdant à moins 88% sur le BAT. Mais néanmoins, si on tue tous les statistiques, tous les signaux, au résultat, on est à 465% parce qu'on a ici, par exemple, en l'occurrence, le crabe qui donne de très bonnes statistiques jusqu'à 224%. Donc, vous voyez que sur les time frames que vous allez vous mettre, il y a des patterns que vous allez plutôt privilégier que d'autres. D'accord? Sur le H12, par exemple, si vous allez sur le H Ethereum, vous savez très bien que le BAT n'est pas bon, le Butterfly, tiens, il n'est pas bon. Donc, je vais plutôt privilégier le Gartley et le Crabe, parce que c'est eux qui sont bons. Donc, quand vous allez avoir des signaux dans ce champ ici, par exemple, si je reviens rapidement ici, hein, je vais revenir ici. Là, ici, nous avons un Butterfly ici. OK? Donc, je vais revenir sur là. Voilà pourquoi les replays sont importants. Hein. Les replays sont importants. Ça nous met dans des situations de trading en mode live. J'attends que cela se charge. Voilà, bien. Très bien. Très, très, très bien. Donc, vous voyez ce qui est intéressant ici. Ici, vous avez un potentiellement BAT. Donc, là, en H12, vous avez un BAT. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque vous voyez ce BAT-là qui vous dit que le prix va baisser et que vous regardez les données sur le BAT, vous dites, ah, tiens, ça, c'est pas bon. Parce que sur cet horizon de temps, à chaque fois qu'on m'a indiqué qu'un BAT était potentiellement atteignable, il s'est gouré. L'algo s'est gouré. D'accord? Donc, ça veut dire que ce BAT, il faudrait le surveiller. Il ne faudrait pas y aller parce que statistiquement, il est perdant. Il est à moins de 88%. Pourquoi je suis des données qui sont perdantes? Sur ce time frame H12, bien sûr. OK? Maintenant, je vais allumer, on va voir ce qui va se passer. Et là, voilà, je m'arrête là exactement. Je m'arrête là. Quand on parle de trading, on a des probabilités. Donc, au fur et à mesure que là, nous sommes sur le H12. Donc, H12 veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie vaut 12 heures. 12 heures, c'est-à-dire la moitié d'une journée. Donc, c'est très long. Donc, pour une bougie, quand une bougie va commencer, il faut 12 heures que la bougie se clôture. Moi, j'aime bien cela parce que ça permet éventuellement de lisser et de ne pas voir les bruits aux alentours. Mais quand on arrive ici, voilà ce que nous avons. Nous avons un butterfly ici, dans cet horizon de temps. D'accord? Et quand on prend la probabilité du butterfly et de ce BAT qui était là, on voit que le butterfly, en règle générale, comparé par exemple au BAT, il a moins tort que le BAT. D'accord? Le BAT nous donne moins 88%, le butterfly nous donne 8%. Donc, il a moins tort. Et là, c'est normal parce que nous sommes dans une zone de ce qu'on appelle une zone de compression. C'est pas ce que les prix vont faire. Mais dans ce genre de situation, je préfère mieux privilégier le BAT dans ce sens que dans ce sens, même si j'ai un butterfly. Vous voyez qu'on a deux butterflies ici et là. On a deux. On a un qui nous emmène vers le haut et puis on a un qui nous emmène vers le bas. Maintenant, ça va être autre chose parce qu'il faut maintenant qu'on puisse lister, bien, il faut maintenant qu'on puisse zoomer pour savoir quel serait éventuellement, quel BAT va être choisi. Est-ce que c'est le BAT, est-ce que non, excusez-moi, pas BAT. Quel butterfly va être choisi? Est-ce que c'est le butterfly vers le haut ou le butterfly vers le bas? Ça, c'est intéressant. Parce que ce BAT, si moi, je ne le prends pas, je ne m'y intéresse pas. Statistiquement, il a toujours tort. Les statistiques de ce BAT, c'est n'importe quoi. Donc, je n'ai pas envie de perdre. Mais je me retrouve dans une situation où j'ai deux butterflies. Un en haut, un en bas. Et qu'est-ce que je fais à ce moment? Parce que le butterfly, en termes de statistiques, comparé au BAT, il est meilleur. Qu'est-ce que je fais? J'ai une ligne, suivez très bien ce que je vais dire. J'ai un potentiel ici. Je vais le faire rapidement. Voilà pourquoi les replays, c'est intéressant. Donc, j'ai un potentiel ici, d'accord? Et j'ai un potentiel là. Tous deux, ce sont des butterflies. Et je sais très bien que je suis dans une zone de compression ici. Donc, ce qu'on appelle un range. Nous sommes dans une zone de range. Voilà pourquoi le bot, lui, il est perdu. Parce que les ranges, on ne sait pas comment ils vont se positionner.
Money management oblige, bah, vous savez qu'il faut que vous attendiez soit un breakout, vous positionnez pour accélérer ici, ou un breakdown que vous positionnez pour accélérer. Parce que là, ça devient très compliqué de pouvoir éventuellement dire ce que les prix vont faire. À moins que vous soyez le tout puissant, c'est compliqué. Mais néanmoins, il y a des possibilités qu'on puisse faire. Vous voyez que là, l'algo est dépassé. Il nous montre deux possibilités qui, comme on le dit, ont un sens. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire en règle générale, c'est là que maintenant d'autres algos rentrent en jeu. Voilà pourquoi les gens me posent la question, pourquoi on en a 5? C'est à cause de ça. Comment voulez-vous définir ou avoir une visibilité dans ce genre de choses? Et ça tombe bien, ça, je n'ai même pas prévu. Je n'ai pas prévu du tout. Mais dites-moi comment vous positionnez, à moins que vous dites, OK, je mets hors de limite ici, ça explose, tant mieux. Hors de limite ici, ça explose, tant mieux. Mais bon, ça, c'est du casino, je ne sais pas, parce que quand on essaie de voir si vous mettez hors de limite ici, où vous mettez votre stop loss, si vous mettez hors limite du short ici, où vous mettez votre stop loss. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, s'il explose là, il accélère vers là, et s'il explose là, il accélère vers là. Ça, c'est sûr à 1000%. Vraiment à 1000%. OK? Donc, vous voyez que c'est important maintenant d'arriver à comprendre cela. Mais l'algo vous le montre. L'algo est là que pour vous montrer les probabilités. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle des probabilités de 50-50 parce que je ne prends pas en compte le BAT. Le BAT, pour moi, statistiquement, sur ces H12, ce n'est même pas la peine, il ne me rapporte pas de l'argent. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde à ce niveau? Ou ce n'est pas encore clair pour qu'on puisse approfondir, les gars? OK, bien. Je suppose que c'est clair pour tout le monde. C'est très clair pour tout le monde. Maintenant, on va faire un truc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille au fond ou bien si vous voulez que je vous dise maintenant comment on peut filtrer ces données. Dites-moi, comment. OK, j'ai pas envie de parler. Ceux qui ont tous les 5 algos, comment vous positionnez pour filtrer éventuellement et vous dire quelle est la probabilité dans ce genre de situation, quelle serait la probabilité qui va l'emporter sur l'autre? OK, avant que j'avance. Pour ceux qui ont éventuellement les 5 algos. Comme ça, je vais un petit peu voir un petit peu là où vous en êtes. Personne n'a une idée? Tony, ça fait un bon bout de temps que tu utilises les algos. Est-ce que tu peux avoir une idée dans ce sens, s'il te plaît? Moi, je pense qu'on peut se servir de GC pour créer des divergences. Bien, 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 bien. Voilà pourquoi je dis maintenant de GSI. C'est une opportunité. OK, c'est possible. Bien. Vincent, quand tu vois le GSI ici, on voit que nous sommes pile poil là. Donc, quand l'Ethereum est à 1580, on a un GSI qui est dans le vide entre 60 et 40, qui est ni dans les zones d'achat, ni surachat, ni dans les zones de survente. Maintenant, toi, tu as cette information. Qu'est-ce que tu vas privilégier? Tu me parles de GSI. Comment tu interprètes cela éventuellement en termes de GSI? Qu'est-ce que tu vas privilégier? Si nous arrivons, tu sais, tu vois très bien qu'en GSI sur H12, on est là. Qu'est-ce que tu fais? J'entends pour que le GC, il y ait un croisement entre la ligne blanche et... Bien. Donc, ça veut dire que tu attends un croisement vers le haut, c'est ça? Oui. Donc, ce qui veut dire que toi, à 1580, tu n'achètes pas l'Ethereum, tu ne vends pas l'Ethereum. C'est ça? Oui. Bien, ça, c'est ton point de vue. Mais quelqu'un d'autre a un point de vue? Vous voyez que les points de vue diffèrent. C'est ce qui fait la beauté de la bourse. Chacun dit pourquoi il achète. Pour quelle raison? Nous sommes 7 milliards d'individus. Il y a peut-être 1% qui font le trading. C'est des millions de gens qui font le trading. Mais chacun a des prix repères. Dans ce cas, Vincent, lui, il dit non, il attend que le GSI
croise éventuellement cette bande. Parce que vous allez voir que le GSI, par exemple, il y a eu deux sortes de bandes. Il y a la bande turquoise et la bande blanche. Donc, quand on croise vers le haut ou le bas, là, je ne vais pas revenir sur ça maintenant. On a créé le GSI, mais c'est la combinaison du RSI, du MACD et puis de notre indicateur que je ne vais pas dire, que je vais pas donner ici en ligne bien. Mais Vincent comprend très bien. Et quand Vincent voit ça et qu'il est sur une H12 et qu'il a une alerte qui lui dit qu'on va monter, une autre alerte qui va dire qu'on va baisser, Vincent, lui, il ne fait rien. Et il attend éventuellement un croisement sur le GSI. Je l'entends, je le respecte et je lui dis oui. C'est son point de vue. Quelqu'un d'autre, éventuellement, qui peut donner un point de vue par rapport à d'autres indicateurs. Voilà pourquoi je viens d'activer le GSI. Tony, personne? Bon. Personne d'autre utilise, personne a une idée? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est là, mais bon. OK. Je vous laisse juste 2 minutes, le temps que vous réfléchissiez, puis je reviens. Juste 2 petites minutes, s'il vous plaît, gars. À part le GSI. Juste disons 1 minute 30. Réfléchissez, puis on va revenir dessus. Merci. Alors, des réponses? Personne? Je vais dire une bêtise. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. On va utiliser triangle de compression. Non, là, je parlais en termes des algos, Oui, pas en termes de graphique des algos. Là, je parle de GSI. Bon, on a 5 algos. Là, on a oui, le GMHP qui nous oui. donne des informations. On a le GSI qui nous donne des informations. Il nous reste 3 algos. Est-ce qu'avec ces 3 algos, on ne peut pas éventuellement filtrer et avoir éventuellement peut-être un sens que le prix va pouvoir éventuellement faire? C'est dans ce sens que je parle. Bon, OK. Anyway, c'est pas grave, on a des séances toutes les 2 semaines. On va peut y aller. utiliser FVG. OK, allons-y voir le FVG. J'active le fair value gap. Voilà, je l'active. Et voilà ce que nous dit le fair value gap. On a plus de trous de cotation vers le bas que vers le haut. On a plus de trous de cotation vers le bas que vers le haut, avec le F et G. Ça te donne quoi comme indication? Donc là, à ce moment, tu privilégies le bas, c'est ça, Vincent? Oui, oui, dans son cas, on va vers le bas. Donc, Vincent, dans ce cas, en ayant éventuellement le FVG tout le reste, et le GSI, il va privilégier le bas. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ouais, moi je dirais aussi qu'il serait tiré vers le bas. Parce que en fait, les fair value gap, là, le prix va combler les fair value gap. Enfin, pour moi. Bien, OK, bien, très bien. Fabrice dit quelque chose plutôt d'assez cohérent qui dit que logiquement, il va falloir qu'on puisse venir combler ce fair value gap.
c'est faire. Et puis, sachant qu'on en a énormément, on a pas mal de faire valuer vers le haut, vers le bas. Voilà pourquoi on a plus de probabilité, excusez-moi. Voilà pourquoi nous avons plus de probabilité, effectivement, d'aller plutôt vers le bas que vers le haut. Mais est-ce que c'est suffisant? Là, on a ce qui explique. Est-ce que c'est suffisant pour dire que là, maintenant, on va aller vers le bas, c'est-à-dire on va aller vers 1440, vers cette zone que vers cette zone? On ajoute des BO. Let's go. On va au fur et à mesure. On ajoute le BO. Bien. Et qu'est-ce que vous avez maintenant sur le BO, Vincent? Là, on a le BOHT. Donc, ça dirait que ça va. Bon, le prix va s'orienter au BO. Donc, ça change la donne. Hein. Exactement. Donc, vous voyez que plus on met des indicateurs ou des algos, plus cela change la donne. Comme je l'ai dit la fois dernière, TradingView, on est limité. On ne peut pas. J'aurais vraiment voulu faire un algo en an, mais je ne peux pas le faire sur TradingView parce que le business model de TradingView, c'est de nous pousser à donner des algos en plusieurs. Parce que moi, je paye Premium. Premium, je paye à peu près, je ne sais même pas, c'est 120 ou 150 $ chaque fin du mois, qui me permet éventuellement d'élaborer, mais ne va pas me permettre de créer des algos. En un, il faut que je crée une multitude qui va avoir un sens pour X raisons. Donc, vous voyez qu'on est allé étape par étape. Au fur et à mesure qu'on ajoute des algorithmes, vous avez des informations en plus. Donc, là, en rajoutant le BO, comme dit Vincent, on voit très bien que le BO, c'est une zone où c'est censé être une zone où les market makers, les institutions initient leur mouvement. Donc, ça veut dire que eux, s'ils vont acheter, ils ne vont pas permettre que les prix descendent vers le bas. D'accord? Donc, ceux qui ne vont pas pouvoir calculer cela, ils vont voir le FVG, comme ce qu'a dit Fabrice, ils vont vendre. Donc, on va avoir beaucoup de ventes ici. Et en cas de matin, le prix se retrouve dans l'autre sens. Parce que les market makers sont là pour nous dépouiller. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Ils sont là pour nous induire en erreur et prendre notre argent. C'est ça leur but. Ils ne sont pas là pour dire, vous allez avoir raison. Non, vous allez gagner. Non, ça, ce n'est pas leur but. Maintenant, nous, en tant que trader particulier ou retail, il faudrait qu'on s'arme et qu'on se dise, est-ce qu'on a tous les éléments pour dire où le prix va aller? Et il reste un dernier indicateur, d'accord, qui est tout simplement le GSD. Je vais l'activer et après je vais clôturer par là. Et après, on pourra voir le reste. Et lorsque vous voyez exactement le GSD, vous regardez ce qui se passe. Vincent, tu peux me dire à quoi sert le GSD, s'il te plaît, Vincent? Apparemment, vu que c'est toi qui es un petit peu motivé aujourd'hui, les autres… C'est la zone de liquidité. De qui? De qui? Des retailers ou bien des market makers? de market makers. De retailers. Merci. Parce que les market makers ne créent pas la liquidité. Eux, non. Les market makers, ils sont pas là. Ils sont là pour créer fonctionnement. Ce n'est pas eux qui créent. C'est les retailers qui créent la liquidité et les market makers vont chercher cette liquidité. D'accord? Donc, quand on voit ce graphique, on voit très bien qu'il y a beaucoup des retailers qui sont en train de vendre et qui mettent des stop loss dans cette zone. OK? Et pour ça, les market makers, avec ce que je viens d'expliquer, les prix auront plutôt tendance, avec tout ce que vous allez avoir, à aller vers le haut que vers le bas. D'accord? Donc, on a fait un petit peu un résumé très rapidement. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Maintenant, nous sommes en train de travailler depuis maintenant pratiquement 1 an ou 18 mois pour essayer de regrouper toutes ces informations et créer une intelligence artificielle, mais au sein d'une application. On va sortir de TradingView. On a compris comment Trading fonctionne et on va faire en sorte qu'on va créer une application qui va regrouper toutes ces données, mais qui seront au sein d'une application. Mais on avait besoin des données de TradingView. Maintenant, on va cliquer sur Play.
Et quand on va cliquer sur Play, on va voir ce que les prix pourront éventuellement, dans un laps de temps, dans quel chemin. Vous voyez que là, on est exactement allé dans ce sens. Vous voyez que les prix ne sont pas descendus et notre GMHP, il nous a plus montré la baisse. Remarquez très bien que je vais revenir très dessus pour que vous le compreniez et c'est important. Quand je parle d'anticipation, tout à l'heure, on avait deux possibilités vers le bas et une seule possibilité vers le haut. Donc, j'attends que voilà. Donc, deux possibilités vers le bas. D'accord? Mais lorsque vous regroupez tout cela, vous voyez bien techniquement, entre les BO, entre la liquidité des returns, on va plutôt aller dans ce sens. Tout nous l'indique. OK? Mais regardez ce qui va se passer. Je vais mettre play. Mais regardez ce qui va se passer au bout de quelques minutes. Comprenez que nous sommes sur le H12, je suis en mode replay. Donc, ça veut dire j'avance très rapidement les chandeliers. Regardez ce qui va se passer. Je vais mettre en pause. Vous voyez que là, première alerte, là, tiens, on a maintenant quelque chose qui va. Donc, ça veut dire que déjà, quand on a eu les deux là, vous devez déjà vous poser des questions. Là, déjà, il y a un problème. Le bac, là, je ne le prends pas. Statistiquement, il est mort. Le butterfly, je peux le prendre. Mais nous sommes dans une zone de BO où des market makers vont protéger cette zone. Un. Deux, on a beaucoup de liquidités de retails vers cette zone. Donc, ce butterfly qui est là, il faut que je m'en méfie. Je dois m'en méfier parce que ce n'est pas ce que les market makers vont faire. Parce que pour que les market makers aillent chercher, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils prennent de la liquidité. Et la liquidité, si on utilise le GSD, il est au nord et non le sud. Au sud, la seule liquidité qui se trouve est exactement là. Voilà cette première liquidité qui se trouve là. Voilà, la première liquidité est là. Nous sommes ici. D'accord? Mais quand on prend où se trouve le prix, où se trouve la première liquidité vers le bas, on se rend compte que là où se trouve le prix, la liquidité qui est juste en haut est très facilement atteignable avant d'aller chercher cette liquidité qui est vers le bas. Okay? Donc, comprenez comment ces market makers fonctionnent. Ils ne vont pas aller chercher une liquidité qui est très loin d'eux, sachant qu'ils ont des liquidités à côté d'eux. Ils vont d'abord prendre cette liquidité et par la suite, peut-être, essayer de traîner là, pousser les gens à acheter et ensuite, maintenant, à aller prendre maintenant cette liquidité qui est vraiment en dessous. Et vous avez ce point de vue à travers ces algos. Ces algos nous permettent éventuellement, quand on scanne, on sait où on se trouve et on voit comment on va se positionner éventuellement. Et surtout, quand on voit que le BO ici, on voit très bien que dans cette zone, les market makers soutiennent le prix. Ils soutiennent ce prix. Ils ne veulent pas que ce prix aille en dessous de cette zone. Donc, forte probabilité qu'ils viennent d'abord chercher cette liquidité ici et par la suite, on verra maintenant ce qui va se passer. Okay? Et si on tape play, dans quelques temps, on va voir que bien, vous voyez très bien que là, ils sont montés, ils vont initier les prix là, vous voyez bien que là, et là, automatiquement, ils prennent cette liquidité qui est là, et là, la pattern se forme. La pattern se forme. Tout à l'heure, on était en point C, et là, maintenant, la pattern se forme en point D. OK? La pattern s'est formée en point D, parce qu'ils ont atteint leur objectif, et là, maintenant, ils vont maintenant essayer maintenant de redescendre pour redistribuer. Mais nous sommes sur du H12, les gars. Ils ne vont pas redescendre tout de suite. H12, une bougie fait une demi-journée. Donc, ça va prendre du temps. Mais entre-temps, voilà ce que l'algo nous dit, qu'on peut atteindre éventuellement un prix de 1868 avec un stop loss, grosso modo, jusqu'à 1885 avant éventuellement de redescendre jusqu'au TP1 qu'on va toucher très rapidement et le TP2 vers 1450. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Bien, j'ai été trop rapide et il y a des choses que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas eu le temps de comprendre. Emmanuel, Oui, je sais si c'est possible que je te réexplique ce que j'essayais de dire par message. je t'en prie, vas-y, avec plaisir. OK. Donc, c'était sur le GMHP. Bon, c'est un truc que j'utilise personnellement. Bon, personnellement, j'utilise ça beaucoup. Ok, Et tu sais ce qu'on va faire?
Prends-moi l'actif. C'est quoi l'actif, s'il te plaît, Linus? Comme ça, tout le monde peut le voir. Donc, prends, bon, je suis sur quoi là? C'était sur quelle plateforme? Uniswap Binance en H2. OK, bien. Une chose qui est plutôt encore assez intéressante, quand vous tradez sur Trading, vous allez voir que moi, ici, j'ai ce on appelle ma watchlist. D'accord? Tout le monde peut créer une watchlist. Donc, si, comme dit Linus, on va voir Uni sur Binance. Je vais faire juste un truc très simple. Lorsque je vais cliquer, là, vous voyez que là, je suis sur une watchlist de Bybit. Là, ce sont les crypto-monnaies majeures, mais au sein de la plateforme Bybit, parce que moi, j'ai Bybit, j'ai Bitget, j'ai MEX, j'ai KuCoin, et puis, etc. J'ai pas mal de crypto-monnaies. Donc, si je clique ici, par exemple, on va taper sur barre de recherche, je vais mettre UNI, USDT. D'accord? USDT. Vous allez voir que là, en ce moment, j'ai pas mal de USDT sur différentes plateformes. OKX, Bitfinex, Binance, Bittrex, Coinix. Mais c'est important que vous puissiez sélectionner la plateforme de votre plateforme de trading. Et là, je répète une fois de plus, je vous demande de privilégier pour l'instant Bitget. Ça, c'est encore autre chose. Mais on va y arriver, on va expliquer pourquoi. Maintenant, Linus nous dit d'aller sur Binance. C'est ça, Linus? Oui, c'est ça. Super, OK. Donc, dans ce cas, moi, je vais sur ma watchlist Binance. Donc, tout cas, dans mon Binance, j'ai déjà mon Uni. Donc, je vais le retrouver très rapidement. Voilà. D'ailleurs, voilà. Vous voyez que là, vous avez encore les spots. Hein, vous avez les spots crypto. Donc, spot, crypto et perpétuel, c'est complètement différent. Vous voyez que là, j'ai Uni en perpétuel, mais je n'ai pas Uni en spot. Donc, tout ça, c'est encore des éléments à prendre en compte. Ouais, perpétuel, Quand tu dis quoi, Linus? Non, je dis perpétuel, c'est même c'est même ce qu'il fallait. Ouais, c'est futur, super, OK. Donc, moi, je clique dessus, automatiquement, il m'emmène juste là, je clique là et je rebascule sur, comme vous pouvez le voir ici, unique Tether perpétuel contrat H12 Binance. Maintenant, je t'écoute. Donne-moi l'horizon de temps, s'il te plaît, Linus. Mets-toi en H2 Let's ou go. H4. H4. OK. Voilà. Tu es plutôt Ok. concentré sur le GMHP, c'est ça, toi? Ouais, en général, bon, je regarde le GMHP, les BO et les supply and demand. OK, donc ce que je vais faire, je vais enlever le block order. Pas l'enlever, mais je vais block order et faire la Liga. Le G, si tu le regardes, pas du tout. Le G, si je le regarde. OK, Je le je regarde, l'active. Bien, OK, maintenant je t'écoute. Ouais, en fait, À l'autre quel niveau? jour, À quel temps? À quel temps? OK, vas-y. H, Bon, fais un H4. résumé. Non, fais un résumé. Non, je suis sur H4. OK, fais un résumé pour que les gens comprennent. On y va. Ok. Un résumé de ce que je vois. Non, de ce que tu veux m'expliquer ta situation dans laquelle tu te trouves, où tu es Ah, bloqué. ok. D'accord. Bon, il y avait deux situations. La première situation, c'est quand j'ai téléchargé les algos, tu as vu que j'avais pas les bonnes configurations des algos, du moins celles qui sont utilisées dans celles que tu donnes dans la vidéo. Et ce que j'avais remarqué, c'était qu'au niveau des patterns et des trades, j'avais, je ne sais pas comment je vais dire ça, j'avais des statistiques assez serrées. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu peux faire ça actuellement, de remettre ton GMHP au paramètre d'origine, du moins au paramètre par défaut. Euh, Tu vas observer que sur les patterns et les trades, tu as un nombre assez, bon, c'est pas exactement le même nombre, c'est assez serré. Par exemple, tu auras, par exemple, 46 et tu auras 40 trades, tu vois. Ce qui fait Mhm. que moi, en fait, au début, je ne tradais que les points C parce que je savais que c'était les points les plus probables de se concrétiser, du moins, que le point D était très probable de se concrétiser. Mhm. Tu vois, quand je voyais les statistiques, surtout sur les battes, les chauves-souris, en général, c'est que j'avais le même nombre de patterns était égal au même nombre et le nombre de patterns était égal au nombre de trades. Par contre, sur la concrétisation du point D, donc les TP1 et les TP2, c'était pas du tout bon. Tu vois, on n'avait pas d'aussi bons résultats
qu'avec la configuration que tu as donnée dans la vidéo. Ok, attends, laisse-moi, je vais faire un truc. Laisse-moi, je vais faire Ouais. juste un truc. Je prends la version. Ok, super. En parlant de configuration, ouais, pour terminer, je vais vous montrer notre. Ok, ça, c'est la configuration d'origine. C'est la configuration d'origine. J'attends juste qu'il me charge. J'actualise. Mhm. Ok. Est-ce que. Non, il y a un problème. Je prends la configuration. Ok, vas-y, continue à parler pendant que je mets la configuration d'origine. Ok. Vas-y, vas-y, Donc, vas-y, vas-y. ce qui fait que quand j'ai changé les paramètres de mes algos, j'ai vu que bon, les probabilités de concrétisation du point D avaient diminué, mais par contre, j'avais plus de profit sur les TP1 et les TP2. Et là, j'ai dit, bon, et là, il va falloir que je revoie ma stratégie de trade parce que j'étais un habitué du point C. Maintenant, il va falloir que au point C, je trie les entrées du point C. Et le point D aussi, j'ai plus de probabilité de succès, mais par contre, ça sera pareil aussi. Il va falloir que je trie aussi un peu plus, un peu moins qu'avant. Je vais devoir trier un peu plus les points C où je rentre et les points D, ça sera un peu moins qu'avant. Bon, mais je n'étais pas vraiment habitué. Donc, c'est pour ça que cette session-là, du moins cette session était vraiment importante pour moi, pour voir comment est-ce que toi, tu tries tes entrées au point D et, et peut-être proposer aux gens qui sont, comment je vais dire ça, aux gens qui sont débutants de switcher entre deux configurations de GMHP, peut-être une configuration avec les anciens paramètres qui va donner des probabilités plus précises au point C et de switcher sur les nouveaux paramètres du GMHP qui donnent des probabilités un peu plus grandes sur le point D. C'est juste ça que je te disais par Bien. message. Ok, super. Maintenant, il faudrait que tu arrives à expliquer, si quand tu dis point C, point D, qu'est-ce que tu sous-entends entre le point C et le point D? Je ne sais pas si tout le monde voit encore mon écran actuellement. Qu'est-ce que tu sous-entends? Si on prend par exemple le uni, ok? Oui, Bon, là, comme vous pouvez voir là maintenant, le uni, bon, ça c'est la nouvelle version. on ne voit plus ton écran. Moi, je Ah, vois. ok, sorry, attendez, vous voyez plus mon écran. Qu'est-ce que je peux faire pour partager? Ok. Et là, c'est bon ou pas du tout? Tout le monde voit mon écran? Non, là, c'est pas Non, bon. non, non. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quand vous allez voir mon écran. Ah, là, c'est bon. Ok, super. Donc, là, nous sommes sur le uni. Ok, ça, c'est la nouvelle version que je vais expliquer maintenant tout de suite. Je vais prendre ce graphique-ci. Excusez-moi, et je vais mettre le uni. Je vais mettre le uni sur Binance. C'est intéressant ce que tu dis. J'espère que tout le monde va suivre. Uni sur Binance perpétuelle. Uni j'ai mis USDT. Non, c'est pas ça. USDT. OK. OK. Donc, là, regardez ce qui se passe. Je vais juste, on est sur le H combien ici? H4. H4. OK. Donc, je mets sur le H4 ici. J'attends qu'il va enregistrer les données. On va voir juste quelque chose très rapidement. Très intéressant, très intéressant, très intéressant. Et moi, ce sont des genres de choses que je note pour éventuellement perfectionner les algos. J'attends qu'il se positionne. Euh, Bien. OK. Regardez déjà ce que je vais juste signaler ici. Vous voyez que là, est-ce que tout le monde voit le total average ici sur cette partie ici, sur cette version de la. Ah non, nous ne sommes pas sur. Nous ne sommes pas sur. Ah non, c'est C'est pas, uni. C'est c'est pas dans le uni. C'est uni, c'est pas Ethereum, c'est uni. OK. Uni perpétuel, H4 Binance. OK. J'attends juste qu'il recharge.
Bien. Est-ce que tout le monde voit la totalité en termes de total return pourcentage ici sur ce graphique ici sur Binance? Quelqu'un peut me donner le pourcentage juste là? 335%. Bien. Et si je bascule ici, là, 672%. bien. Nous sommes sur le même time frame, même plateforme. Maintenant, on t'écoute. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention de tout le monde. Maintenant, on t'écoute pour que tu expliques exactement ce qui était important sur les points C et sur les points D. Répète juste Linus. Qu'est-ce que tu appelles point C, toi? Qu'est-ce que tu entends sur le point C? OK. Ce que j'entends par point C, c'est que je ne sais pas si tout le monde voit la flèche qui pointe avec le poisson au-dessus. Ici. Ouais. Donc, en général, moi, je tradais cette direction, en fait, cette flèche-là. Je savais que cette flèche-là avait plus de pourcentage de se réaliser. Donc, au lieu de trader le point D qui est juste après, où il y a plusieurs flèches qui se... En fait, c'est la concrétisation. Attendez, je zoome, je regarde. C'est la concrétisation. J'ai l'impression de voir 3 poissons. Le point D, c'est le point qui vient juste après avec Donc, les flèches. logiquement, si on suit cette configuration, le point D nous emmène quelque part ici. Aléatoirement, le point D nous emmène ici. Donc, le point C, lui, il commence, logiquement, je vais essayer de faire ça, il commence ici. C'est Tout le ça. monde suit? OK. D'accord? Oui, vas-y, Linus, oui. C'est ça. Donc, ici, on est en configuration crabe. Je ne sais pas si vous voyez ce Non, crabe. c'est ici. Ça, c'est quoi? Non, ici, c'est Ah, shark. c'est le poisson. Ouais, ouais. C'est shark, c'est le poisson. Mhm. Donc, ça c'est l'ancien, c'est l'ancien algorithme, ou bien c'est le nouveau? Non, ça, c'est ce que vous avez. C'est la première version, la toute première version. Non, c'est pas l'ancien, c'est c'est pas la toute première version, la toute première version, je l'ai fait. Ça, c'est la version intermédiaire, la version que je t'avais envoyée que tu n'avais pas à la base. Mais sauf que si je balance, si je mets ici, ça, c'est une autre version que. Attends, 335. Attends, que je ne dise pas des conneries. Non. Ah ouais, excuse-moi. Ça, c'est la version intermédiaire. OK, ça, c'est la version intermédiaire. Pas la toute première version, mais c'est la version. Parce que quand j'ai envoyé comment dirais-je, quand je t'ai envoyé les trucs, je n'avais pas vu le temps de changer. Et la toute première version, malheureusement, je ne l'ai pas gardée. Ok. Mais on peut dire que ça, c'est la deuxième version. C'est la deuxième version. C'est-à-dire, lorsque j'ai envoyé les vidéos, les configurations, parce que vous allez voir que les configurations de celle-ci, avec le BO, n'a rien à voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait encore là, le petit peu là. Donc, n'a rien à voir avec cette configuration où il n'y a pas de BO, on est à 636. Et ici, on est grosso modo, vous voyez, avec un BO ici. Donc, ça change un petit peu. Donc, ça, c'est la version que tous vous avez. Excusez-moi, encore désolé, je me suis trompé pour l'écran suivant. Donc, ça, c'est la version que vous avez logiquement dans vos back-office. Donc, téléchargez-les. Et si sur le H4, sur Binance, vous n'avez pas ce chart exactement à 6.6, faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Comment faites-le nous savoir? Maintenant, si tout le monde a exactement la même visibilité, on peut continuer les muscles. Ok. Regarde, va un peu sur les paramètres du GMHP et, et tu fais réinitialiser par défaut. Je ne sais pas si tu as mis les paramètres si par défaut, mais essaye de faire réinitialiser par défaut. Tout en bas, config, faire réinitialiser les paramètres et tu ne valides pas. Donc, tu veux, moi, en général, je ne pas. Maintenant, tu repars sur les statistiques du GMHP. Bon, ça va recharger. Ça va recharger. On a Et tu baissé, vas voir que effectivement. On a baissé, tout à fait, oui. Très bien. on a baissé. Maintenant, sur les concrétisations d'algorithmes, tu vas voir que tu as des chiffres assez serrés. Tu vas voir 21, 20. Ça veut dire que pour des potentiels D qui apparaissent, il y en a 20 qui se concrétisent. Donc, ça donne une plus forte probabilité du moins, ça donne une plus grande probabilité de gain si tu trades le point C.
Donc, c'est-à-dire, si tu prends ton trade au point C en visant le point D. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du moins, c'est ce style de trade que j'ai adopté avant. Donc, je tradais en général que le point C parce que je savais que la probabilité de succès du point D, du moins d'arriver au point D, était très forte. Donc, je visais en général que le point D. Et au point D, bon, j'avais un peu peur d'entrer. Maintenant, avec les nouvelles Mhm. configurations, j'ai un peu plus peur d'entrer au point C. Et au point D, je ne sais pas encore comment, mais vraiment, vraiment bien entrer, tu vois. Donc, je suis Mhm. encore dans une phase de transition. Je suis revenu en transition, là. Non, mais très bien. Franchement, Linus, bravo. Bravo. Je dis une fois de plus, j'adore apprendre et je ne connais pas tout. Je présente quelque chose et ce que tu dis, c'est plutôt très intéressant. Maintenant, c'est un outil effectivement qu'on met en ligne de mire. Si toi, Linus, tu es à l'aise à trader le point C, tu as des configurations que tu peux mettre en place pour trader le point C uniquement ce qui va t'arranger. Ça, c'est intéressant à comprendre parce que ce que tu dis, si je me refais, bon, ça c'est bon, une parenthèse, ça c'est bien. Si je vais prendre la nouvelle version, regardez, on va arrêter sur la partie Gartley. C'est important. Regardez la partie Gartley où on parle. On a des patterns à 21, c'est-à-dire on a 21 patterns, mais on a 20 patterns qui ont été tradés. Ça veut dire que Linus, si lui, il ne suit que le Gartley, il ne va perdre qu'une seule fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne va perdre qu'une seule fois sur les 21 parce que lui, il trade le point C. On l'a dit au préalable. Donc, lui, cette configuration l'arrange parce que le point C, il sait que s'il va suivre 21 trades, il ne va perdre qu'un trade sur 21. Donc là, ça l'arrange, lui, qui trade le point C. Par contre, on va exactement pas la même configuration, même donnée, mais sur la seconde version, retenez juste un truc, Gartley, nous sommes sur le 21/22 avec taux de réussite de 141% et puis 1,4530. Très bien. On va aller sur la version dont je vous parle. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez le Gartley, ce qui se passe. C'est intéressant. Le Gartley, ici, on a pattern 46, mais on a un point C qui est réduit de moitié. De moitié. Donc, ça veut dire que si lui, il prend cette configuration sur 50 trades en point C, il va perdre la moitié. Mais par contre, s'il prend cette configuration sur 50 trades, ils vont en perdre qu'un seul trade. Encore, c'est vrai qu'on Linus en avait discuté, mais ça, c'est très important à comprendre. Vous voyez que ça, c'est des données, une fois de plus, non, c'est magique. Moi, personnellement, je crée très rarement le point C, j'adore le point D, mais le point C, dans ce genre de configuration, je ne l'avais pas vu, et ça make sense. Pour quelqu'un qui traite le point C, entre cette configuration de base d'origine et entre cette configuration, même si au résultat, au finish, regardez cette configuration au finish, nous donne 672% au point D. Celui-ci nous donne moins en tout. Mais s'il choisit une configuration donnée, regardez ici le BAT. Le BAT, vous avez 9. Le point C, c'est 9 sur 9. C'est-à-dire que vous avez plus de résultats gagnants au point C. Mais si vous prenez cette configuration, je ne vais pas dire de plus, si on prend le Gartley, vous avez très bien compris, le Gartley ici, 21 trades, au point C, on n'en perd qu'un seul. OK? Cette configuration, 46 trades, on en perd la moitié. Donc, au point C. OK? On revient sur cette configuration. Le BAT, là, on ne perd rien. Ça veut dire qu'on a un pattern de 9 sur 9. Donc, ça veut dire qu'au point C, on ne perd rien. Mais si on prend cette configuration, effectivement, c'est agressant. On perd la moitié. Encore merci, Linus, je n'avais pas vu ça. Je n'avais vraiment pas vu ça sur le rapport entre point C et point D, parce que j'étais uniquement focalisé sur le point D, mais vous voyez que Linus vient d'observer quelque chose parce que les données ne mentent pas. Et Linus, si tu es à l'aise
à trader les points C, ces statistiques ne t'aura pas du tout. Tu dois plutôt te concentrer effectivement sur ces points. Parce qu'on peut voir que là, même si le résultat est moindre en termes de follower, parce que lui, il prend les points D et TP1, TP2, mais toi, tu t'arranges à prendre le point C, et si tu traites le point C, c'est sûr que ces données sont plus intéressantes pour toi. C'est ça, c'est même pas, ça c'est clair et net, ça n'a même pas comment dirais-je, de débat. On peut le voir sur le chart, regardez sur le chart. Moi, j'adore le chart parce que le chart, c'est un stateur de stop loss. Pour regarder les données, vous savez, les données, les données, premières données, les données, comment on appelle ça par, bon, j'ai oublié le terme, le mot. Tu peux me c'est les données par, voilà, j'oublie. Bref, les premières données, Les ça données? non, ces données, c'est quoi? C'est par défaut, par défaut. Ok, c'est le mot que je cherche. Oui, c'est par défaut, oui. Ok, super. Donc, on peut voir que, par exemple, par défaut, moi qui cherche à prendre le Shark, je vois qu'en point C, j'aurais perdu qu'un seul trade si j'avais les données par défaut. Mais si je trade le point D, je ne génère que 63%. Donc, ça veut dire que où vous situez, est-ce que vous tradez le point C ou le point D? Si je trade le point D, ces données par défaut ne m'arrangent pas. Mais si je trade le point C, ces données par défaut m'arrangent. D'accord? Et on va basculer sur la nouvelle version. Donc, vous voyez bien ce que je viens de dire. 40-39, d'accord? On est sur du 40 et 39 avec un taux de réussite en point D sur 63 sur la version par défaut. Maintenant, si on se met sur la version modifiée, regardez ce que vous avez. 112 trades, mais vous avez 74%. C'est-à-dire qu'en point C, si vous tradez effectivement le point C, cette configuration ne vous arrange pas. Mais si vous tradez le point D, on passe de 63% à 441% de réussite. Encore merci Denise pour ce point de vue. C'est très bien que tu aies le temps de le suivre, mais si tu trades le point C, tu peux avoir les deux éventuellement, comme moi j'ai fait. Vous voyez que là, j'ai des versions. J'ai des versions 5, j'ai des versions V2. Donc, tu peux créer ta version en point C, tu crées une version où tu dis que ça, c'est uniquement pour le point C, et tu crées une autre version où tu dis que c'est uniquement pour le point D. Parce qu'on le veut ou pas, le point C et le point D n'est pas exactement identique. Je n'avais pas vu ce que tu me présentais, mais ce que tu dis, c'est logique à un point n'est pas possible. Les données ne mentent pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à ce qu'on vient de faire maintenant? Ou bien il y a des choses, il y a des gens qui ont un petit peu perdu le fil de ce qu'on disait. À moins que Linus, tu veux rajouter quelque chose. Non, j'ai rien à rajouter, mais je sais pas comment on fait. Parce que moi, j'ai bien envie souvent de switcher entre les deux pour voir la configuration justement avec beaucoup plus, tu vois, Très la bien. nouvelle configuration. Voilà. Mais je sais Ok, pas comment. super. Super. Ce que tu fais, c'est quoi? Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs modèles de configuration. J'en ai des centaines de configurations de chaque algo jusqu'à ce que j'ai pu créer ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas arriver, lorsque tu as, par exemple, switché sur cette. Là, attendez, je vais juste chercher le modèle. Voilà. Si on vient, par exemple, OK, ça, c'est la nouvelle configuration. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais laisser quelques minutes, regarder la nouvelle configuration sur le GM pattern. J'ai fait quelques modifications. Vu qu'on est en train de faire des trucs, on a changé sur cet aspect, sur la passe, sur cet aspect-ci, look back bar. Donc, je vais laisser quelques petites minutes. Ça, c'est sur le point D1. Donc, vous allez voir que là, on a eu des modifications ici, et sur les modifications de pattern line tone. Là, chez vous, logiquement, ça doit être 3, 2, 3, si je ne me trompe pas. OK? Dans les nouveaux, c'est 10, 10, 3. Donc, je laisse. Ça, c'est vraiment la nouvelle version, parce qu'on a eu une mise à jour il y a même pas 48 heures. Et après, on sort qu'en point D, on explose en termes de pourcentage. Donc, Des machins, c'est les mêmes choses.
Tu Au dis quoi, niveau Denis? des ratios. Ratio, qu'est-ce que tu parles? Non, non, ici, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ah, ok. Ce qui a changé sur cette version, c'est ici. Tu vas voir que quand tu vas cliquer à ton niveau, ici, tu es, si je ne me trompe pas, tu es à 3, 2 ou 4 au moins. Ici, tu es à l'intérieur de 5. OK? Maintenant, ce qui est intéressant ici, une fois de plus, le tout, c'est de comprendre entre le point C et le point D. Entre le point C et le point D. Cette configuration est plutôt faite pour un point D. Mais par rapport à ce que Denis vient de m'expliquer, il va falloir que je crée une autre configuration pour le point C en partant sur la configuration d'origine, c'est-à-dire la configuration qu'on avait fait au départ, parce que moi, le point C, je ne le traite pas, je ne traitais que le point D. Voilà pourquoi quand je dis aux gens que je ne connais pas tout, je propose, je discute, et il y a des gens qui disent, voilà, j'ai testé ton truc, mais là, voilà, voilà. Est-ce que Denis vient me le dire, mais c'est incroyable, parce que le point C, on ne peut pas le trader de la même manière que le point D. Donc, ça voudrait dire que là, quand on essaye de faire des mises à jour sur les points D, il va falloir qu'on travaille aussi sur les mises à jour sur les points C, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés sur le point C. Si je te pose juste une question, Linus, quand tu tradais le point C et le point D, où tu étais plutôt assez, qu'est-ce qui te générait plutôt assez de profit? C'était le point C ou le point D? C'était le point C, parce que j'hésitais encore beaucoup à rentrer sur le point D et j'apprenais encore à utiliser les algos. Mais avec le point C, j'étais plus rassuré à cause des probabilités. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Franchement, merci. Merci, merci. Je sais à quel niveau je vais travailler sur le point C. Attends, je vais juste noter. Point C. Ah ouais, franchement, je n'ai même pas vu ça. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, on ne s'est pas compris, mais là, c'est très clair et tu avais raison. Tu avais raison, les données changent. Et là, déjà, les données que vous avez exactement ici, ce ne sont que les données en point D. OK? Donc, prenez ces données. Maintenant, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, comment évaluer ou changer? C'est très simple, Linus. C'est très simple. Lorsque tu modifies tes données, hein, c'est-à-dire là, par exemple, tu as des données du point D, tu les coches, OK? Tu cliques sur d'accord, tu viens ici et tu cliques sur sauvegarder. Tu peux dire algo, je ne sais pas moi, algo.c par exemple. Tu notes et tu cliques sur sauvegarder. Et après, tu fais exactement la même chose. Tu modifies les données et tu fais exactement la même chose pour mettre algo.d. Ce qui voudra dire que ça va venir s'enregistrer ici. Donc, si tu veux prendre les données du point C, tu cliques. Si tu veux prendre les données du point D, tu cliques et automatiquement, tu scannes et tu sauras que là, tu vas plutôt privilégier le trade sur le point C et de l'autre côté, tu vas plutôt privilégier le trade sur le point D. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Linus. Dans la transition, là, ça a bugué chez moi. Quand tu finis de configurer, tu cliques où? Je vais donner juste un exemple. Quand tu finis de configurer tes algos, Mhm. tu les finis de configurer, tu viens ici où il y a, tu vois, modèle d'indicateur, où il y a 1, 2, 3, 4 cases. Ah, ok, d'accord. Tu cliques dessus et en ce moment, ils vont te demander de sauver le modèle d'indicateur. Donc, tu cliques dessus et une fois que tu as sauvegardé le modèle d'indicateur au point C, tu mets algo, par exemple, point C et tu sauvegardes. D'accord? Une fois que tu as sauvegardé, il va arriver dans tes. Moi, je n'ai pas envie de sauvegarder parce que ça va me perturber parce que je ne traite pas des conseils. Là, Lily vient de me donner un exercice pour que je travaille dessus. J'adore, j'adore. Donc, si je clique, par exemple, OK, je vais cliquer pour que vous voyez. Donc, et puis je vais l'effacer. Donc, quand je vais cliquer sur sauvegarder, vous voyez qu'il va s'enregistrer. Et quand je vais aller dessus, je vais chercher algo. Vous voyez que je vais chercher. Bon, moi, j'en ai plein, les gars, j'en ai plein. Mais il va arriver un moment de voir, vous voyez, algo.c.
Bon, moi, je n'ai pas envie de ce algo, je le supprime. Je n'en ai pas besoin, je le supprime. D'accord? Une fois que vous faites pareil, vous revenez ici dans les données. Vous changez maintenant les données pour vous mettre sur l'algo en point D. Vous repartez ici, sauvez le modèle, et cette fois-ci, vous mettez algo point D. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir les mêmes algos, mais avec des entrées différentes sur les points D et sur les points C. D'accord? Donc, si je fais ça, je sauvegarde, automatiquement, il va être sauvegardé. Et quand je vais cliquer dessus, j'aurai algo.d. Je le cherche, algo.d. Il est où mon algo.d? J'en ai beaucoup, hein, parce que vous comprenez bien que moi, j'ai pas mal de choses. Algo, ouais, et puis, ça, voilà, vous voyez, algo.d. Donc, quand je clique dessus, cet algo sera configuré sur le point de moi, j'en ai pas besoin, je l'enlève tout de suite. Donc, c'est juste pour que je vous donne une idée. Maintenant, c'est à vous de pouvoir donner la manière dont vous les comprenez. C'est juste un truc que je vous donne. C'est que vous pouvez enregistrer les deux en même temps. D'accord? Les deux vraiment en même temps. Et moi, faites pareil. Moi, j'en ai des centaines. J'ai vraiment des centaines. Mais ça, c'est très, très important. Encore merci beaucoup, Linus. Je n'ai pas vu ce que tu disais, mais c'est logique. Un point n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas traiter le point C de la même manière qu'on peut traiter le point D. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gars, je vois des messages, défiler, mais je n'ai pas le temps de lire les messages. Posez juste une question. Ça va être compliqué parce que j'ai vu un message passer. Quelqu'un peut me dire s'il y a des messages? Je crois que j'ai vu un message. Un instant, accordez-moi juste un petit temps. J'ai vu un message passer. OK, je crois que c'est Fabrice qui dit que le point C, c'est toujours au niveau du bas de la flèche qui s'est créée. Bien, très bien, bien. Bonne question. Bonne question. Fabrice, tu vois que là, dans ce cas, par exemple, effectivement, c'est le point C qui s'est créé ici. D'accord? Pourquoi? Parce que on a un chaque. Bien, je vais essayer de résumer parce que Fabrice, il est nouveau. Il est vraiment nouveau avec nous. Je crois qu'on avait donné un document. Fabrice, regarde ce que je vais dire tout de suite. On a 6 figures. On a le gars-clé, le bat, le butterfly, le shark, excusez-moi, le crabe, le shark et le cipher. OK? Mais on a 6 figures. Donc, ce qui veut dire que logiquement, on doit avoir ce genre de figure. X, A, B et C. OK? Je vais poser juste une question à Linus. Linus, est-ce que toutes ces 6 figures ont exactement le même point C à ce niveau-ci? Que ce soit Linus ou d'autres personnes, pour répondre éventuellement à la question que Fabrice vient de poser. Est-ce que le point C… Non, c'est pas toujours au même niveau. Pourquoi, Vincent? Pourquoi? Mais si on est dans une tendance baissière ou haussière, ça change. La position change. Non, restons dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, on suppose que nous sommes dans une tendance. On suppose que les prix, viennent là. OK? Donc, on est dans une continuité de tendance haussière ou pas. Maintenant, restons dans cette phase de situation. Donc, oui. Si on a un X ici, ça veut dire que les prix sont venus plus bas. On est d'accord? Oui. Bien. Maintenant, quand on prend ces 6 figures, le gars-clé, le bat, le butterfly, le crabe, le shark et le cipher, est-ce qu'ils ont tous le même point C? Parce que… Non, c'est pas… Parce que Fabrice pose une question très intéressante. Mais pourquoi? Maintenant, dis pourquoi ils n'ont pas tous le point C. Puisque, par exemple, si on a la figure shark. Bien, OK. Donc, si on a la figure shark, qu'est-ce que cela va nous donner en point shark? Si on a la figure shark, où va se situer le point C?
Il est en haut Le point C est en haut par rapport à quoi? À quel par point? par rapport au point B ou bien au point C? Attends. Écoute, le point C ici, il peut être plus haut par rapport au point C, puisqu'on parle du point C. Non, non, par rapport au point B. Donc, OK. Donc, pour toi, le point C, X, A, B, d'accord? Et là, regarde ce que tu dis, Vincent. On a X, on a A, on a B. Comment veux-tu que le point C soit encore plus haut? Parce qu'il nous faut un retracement. Il nous faut un retracement. Donc, le point C ne peut pas être ici plus haut. Parce que quand on a un point, ça veut dire qu'on est venu buter et on a retracé. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'on baisse pour avoir un point C. Ça veut dire que si on a un point C qui est ici, ça veut dire que ce point B n'existe pas. Tu vois ce que je dis, Vincent? Oui, je vois. Bien. Donc, ce qui veut dire que si on a un mouvement X, A, on est d'accord qu'on baisse. Et on veut un mouvement B quelque part ici, on est d'accord qu'on monte. Si on a besoin d'un mouvement C, on doit forcément baisser. Ce n'est même pas un débat. On doit baisser. Mais le tout, c'est de savoir est-ce qu'on va baisser à ce niveau ou on va baisser plus bas que le point A. C'est là que vous devez vous poser la question. Donc, je repose la question. Parmi toutes ces figures Gartley, Bat, Butterfly, Crabbe, Chat et Cipher, est-ce qu'on a tous les mêmes points C à ce niveau? Parce que quand on va parler de pattern, une fois de plus, on a ce genre de pattern, d'accord? Et on a ce genre de pattern. D'accord? X, A, B, C, D. X, ici, A, B, C, D. Mais quelle est la différence entre ces deux patterns? Pourtant, le point D est identique. Où se trouve la différence entre ces deux patterns? Le point C n'est pas au même niveau, il est plus bas. Exactement. Pour la deuxième figure. Je suis d'accord. Exactement. Le point C est plus bas que le point A. Maintenant, parmi ces figures, Gartley, Bag, Butterfly, Crabbe, Chat et Cipher, où se situe le point C? C'est là où est la question. Est-ce que toutes ces figures que je viens de vous présenter, est-ce que le point C est plus haut que le point A? Ou bien est-ce que le point C est plus bas que le point A? OK? Donc, là, je vous laisse réfléchir et on va revenir dessus samedi, les gars, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Il est pratiquement 23 h et moi, j'ai des choses à suivre. Arrêtez-vous dessus. On a quand même bien avancé. On va revenir dessus samedi. Prenez le temps de regarder, de revisionner cette vidéo et vous allez comprendre un petit peu l'utilité de cela. Et encore, Linus, merci vraiment beaucoup de ton intervention et j'aimerais que tout le monde fasse pareil, vraiment que tout le monde fasse pareil, parce que ce que nous sommes en train de faire, les informations qu'on va recueillir pourra nous permettre de perfectionner une intelligence artificielle parce que nous sommes en train de passer maintenant vers l'étape plus d'algorithmes, mais d'intelligence artificielle. Dans les cas, on se dit à samedi, je vous laisse un petit exercice et samedi prochain, on va commencer dessus et Fabrice, tu seras la personne sur qui je m'acharne. OK? C'est juste une manière de rigoler. Mais bon, encore merci à tous et puis passez une dernière fin de semaine. Il y avait pas mal de choses à dire. On va revenir dessus samedi. Et encore, merci pour votre présence, les gars. C'était super. Allez, on se dit à samedi prochain. Bye bye. Bye bye.